12 balados, 12 jours de conscientisation envers la violence faite aux femmes. Rejoignez-moi, Mylène Sauvé, dans ces podcasts spéciaux pour venir dénoncer une fois pour toutes la violence faite aux femmes. Les mythes entourant la violence faite aux femmes, on est rendu au jour 7 de mes épisodes spéciaux sur la conscientisation de la violence faite aux femmes. J'ai utilisé un grand mot aujourd'hui, je me suis presque enfargée dedans. Donc, aujourd'hui, un autre épisode chaud en émotions. Donc, on va venir explorer tous ces mythes-là, ben pas toutes, là, quelques-uns des mythes de la violence qui est faite aux femmes. On fait ça toujours dans le cadre de ces jours, de 12 jours, j'ai de la misère ce matin, c'est 12 jours de conscientisation qui est dédié à la sensibilisation pour venir plonger, on va dire ça comme ça, pour venir plonger dans la réalité qui est souvent cachée, qui est souvent voilée par des idées qui sont fausses, malheureusement. Fait qu'ensemble, j'aimerais ça qu'on aille explorer des différentes nuances de la violence faite aux femmes pour une meilleure compréhension, puis une compréhension encore plus approfondie, encore plus profonde de cette triste réalité. On va faire une démystification de ces croyances-là qui sont erronées sur la violence faite aux femmes. Puis pour moi, ça, c'est en venant démystifier tout ça, c'est ma petite façon à moi de faire une différence dans cette cause qui me tient énormément à cœur, vraiment. Aujourd'hui, notre objectif en cette période qui est dédiée à la sensibilisation, et j'utilise des mots un matin, à la violence faite aux femmes, on va essayer de plonger ensemble dans cette réalité-là qui est souvent obscurcie par des idées qui sont malheureusement fausses. Mon but avec le podcast d'aujourd'hui, c'est de démystifier les croyances qui sont malheureusement erronées, qui entourent la violence faite aux femmes. Comme je le dis depuis le début, c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur parce que, je l'ai vécu moi-même, donc c'est normal que ça me tienne à cœur puis que je veuille essayer à ma façon de faire ma petite différence. Mais je dis ça, c'est normal. Bon, pour moi, c'est normal de venir faire ça. Je veux démystifier, je veux que les gens essayent de comprendre le pourquoi du comment qu'une victime de violence conjugale reste avec son être pervers, narcissique, manipulateur, contrôlant et violent. Donc, on va venir rectifier des idées qui peuvent être fausses et je vais essayer de promouvoir une compréhension un peu plus claire, un peu plus précise de cette réalité-là qui est complexe, comme que je viens de vous dire. Donc, je vous invite à me rejoindre dans cette exploration des différentes nuances qui entourent cette violence-là faite aux femmes,
parce que je crois très sincèrement que nous tous, réunis ensemble, on peut contribuer à faire la différence. Aujourd'hui, je désire faire changer les choses. Je désire faire bouger les choses en éduquant vous, mes très chers auditeurs, sur les meilleures pratiques à prendre pour arriver à faire une belle sensibilisation sur cette violence-là qui est encore trop présente dans nos vies. La violence faite aux femmes, c'est pour moi quelque chose de très important à faire. C'est un peu comme ma petite contribution dans ce monde. Donc, si vous voulez bien, on va commencer à rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va plonger, si vous le voulez bien, dans quelque chose que je qualifierais d'une très grande intimité. On va rentrer dans mon propre vécu. À l'endroit où se mêlent les ombres du passé et la lumière de la résilience, la lumière de mon présent. Mon histoire, ma vie, ce que j'ai vécu est vraiment tissé dans d'une toile, dans des fils d'une triste réalité. Puis ça, cette histoire-là de la violence conjugale que j'ai vécue, à travers cette histoire-là, on peut venir voir plus en profondeur, venir éclairer certains mythes qu'on peut retrouver dans tout ce qui a trait à ce qu'on pourrait appeler la violence faite aux femmes, cette violence conjugale-là que trop de femmes vivent encore aujourd'hui. Les chiffres parlent, les chiffres sont là. La violence envers les femmes n'a pas diminué. Permettez-moi de vous raconter cette histoire-là, de cette femme-là, moi, qui est une survivante, une guerrière. J'ai navigué à travers vents et marées pour pouvoir enfin me libérer de ces chaînes-là, de ces chaînes-là qui m'entouraient puis qui m'empêchaient littéralement d'avancer. Puis, je vais vous parler, bien sûr, également, à travers mon histoire, des différents mythes qui ont imprégné mon quotidien. Parce que oui, il y a certains mythes entourant la violence conjugale qui ont croisé ma route, puis c'est de ça qu'on va parler. Puis en même temps de parler du mythe, je vais vous parler de ce que moi, comment je l'ai perçu, comment que je l'ai vécu. Un premier mythe, ce serait que les victimes sont complices de leur malheur. Moi, dans mon histoire, je me suis souvent sentie coupable. My God, que la culpabilité
était forte. Je la vivais au quotidien. C'était atroce. C'était atroce quand on y pense, parce que je croyais que chacun des coups que je recevais, pas chacun, mais chacune des insultes que j'avais reçues, je croyais vraiment que je l'avais mérité. Après tout, il me disait que si j'avais pas agi d'une certaine façon, lui, ça l'aurait pas fait sortir de ses gonds. C'est assez difficile pour une victime de croire le contraire quand que, tranquillement, le conjoint violent, il est en train de tisser tranquillement, pas vite, ces chaînes-là invisibles autour de nous, entre lui et moi. C'est très difficile après ça de s'en départir. Il a contribué à fabriquer une autre personne que j'étais. Je n'étais plus moi. De dire que j'étais complice de mon malheur, je dirais que c'est... à l'époque, je le croyais, mais pour vrai, si ça n'avait pas été de lui, si ça n'avait pas été de la façon dont il me parlait, j'aurais jamais vécu autant de violence. J'aurais jamais été prise là-dedans. C'est lui, comme je l'ai déjà dit, c'est pas la violence qui est la coupable dans tout ça. Elle n'est pas responsable, c'est le mot que je cherchais, elle n'est pas responsable de la violence qu'elle est en train de subir. La responsabilité retourne à l'homme violent, l'homme contrôlant. Et encore une fois, ici, quand je dis homme violent, homme contrôlant, je sais très bien que ce n'est pas la vaste majorité des gens qui sont comme ça. Et je sais très bien qu'il y a des hommes en retour qui en sont victimes. Je préfère le répéter. C'est mon expertise, c'est ce que j'ai vécu. Ça va être plus facile pour moi de le verbaliser comme ça. Alors, on va aller passer tout de suite à notre deuxième mythe. Les signes avant-coureurs sont évidents. J'ai le goût de dire pas tant. C'est sûr que si on regarde ça sur du long terme, tout au long des années, ces signes-là avant-coureurs sont vraiment installés de façon subtile, très sournoise. C'est comme ça que c'est arrivé pour moi dans ma vie de femme victime de violence conjugale. Puis, ça se manifeste comment? C'est par des gestes d'affection qui pourraient être qualifiés d'excessifs. Du contrôle excessif. C'est de façon, comme je viens de dire, très sournoise. Il va commencer, le conjoint violent, à nous isoler, mais de façon très, très progressive. Ici, j'aimerais vous dire que c'est vraiment crucial, mais vraiment crucial de comprendre que ces signaux-là d'isolement, de contrôle,
ça peut être caché par d'autres comportements. Ils sont tellement manipulateurs, sont tellement contrôlants, ces êtres-là, qu'ils savent comment s'y prendre pour nous avoir tranquillement et à petit feu. Puis là, ça, le fait de le faire vraiment de façon progressive, mais ça va rendre la victime dans un état de vulnérabilité, puis ça va être très difficile pour elle de comprendre que c'était des signes avant-coureurs, tellement que ça va être fait de façon subtile, comme que je dis. Quand elle va finir par comprendre qu'est-ce qui est en train de lui arriver, parce qu'elle va finir par comprendre, mais c'est là qu'il est trop tard. Les signes avant-coureurs, elle les a jamais, mais au grand jamais vus arriver. Il ne faut surtout pas blâmer une victime à cause de ça. Vraiment pas, surtout pas. Une autre chose que j'entends souvent, c'est que la violence est seulement physique. Hein? Malheureusement, la violence n'est pas seulement physique. La violence conjugale, c'est un petit peu plus compliqué que ça, si je peux m'exprimer ainsi. Quand on commence une relation avec quelqu'un, tout va bien, on a une lune de miel, tout est beau et puis tout est parfait, tout est bien dans le meilleur des mondes. Avec un conjoint violent, ça va commencer par de la manipulation, du contrôle. Là, il va y avoir un peu de violence verbale qui va embarquer. Va suivre à ça la violence psychologique. Et là, va embarquer la violence physique. Vous voyez, c'est pas que de la violence physique quand on est victime de violence conjugale. Et autre chose par rapport à ça, j'entends souvent, quand j'écoute le téléjournal le soir, on parle souvent de centre pour femmes battues. Encore là, ça fait référence à la violence physique et comme je viens de mentionner, la violence conjugale, la violence faite aux femmes n'est pas que physique. Parce que entre vous puis moi, là, on jase, là. Entre vous puis moi, vous rencontrez quelqu'un, OK? C'est votre première date avec. Est-ce qu'il va lever la main sur vous puis vous envoyer dans le mur puis vous frapper à bout portant? Ben non. Il n'y a pas personne qui resterait avec quelqu'un comme ça. Jamais de la vie. C'est pour ça que faut arrêter de penser que la violence conjugale, c'est juste physique. La violence s'installe très sournoisement et très tranquillement. C'est pour ça qu'au travers de mon récit personnel, je désire venir faire un genre de travail d'éclaireur, si on peut dire ça comme ça, sur les mythes qui
persiste autour de la violence faite aux femmes. Puis, dans le fond, mon but, au bout de tout ça, c'est de vous apporter une perspective réelle. Faut pas se fermer les yeux. Elle est là. Puis en plus, on a des chiffres qui le démontrent. Puis ça, c'est là. Donc, je désire venir déconstruire toutes ces idées fausses-là et amener à sensibiliser à toute cette complexité-là, si je peux dire ça comme ça, de cette triste réalité qui est la violence faite aux femmes. Parce que oui, ça peut être complexe à de cette violence faite aux femmes parce que oui, ça peut être complexe à comprendre tout ça. Et j'en conviens, c'est pas évident. C'est pour ça que je me suis lancée dans des podcasts pour pouvoir venir expliquer, venir sensibiliser, venir éduquer. Parce que je crois très sincèrement qu'ensemble, on peut contribuer à briser ces chaînes-là des mythes pour un avenir sans violence. OK, peut-être que vous pensez que je rêve un peu, mais pourquoi pas? Hein? C'est bon de rêver des fois dans la vie. C'est bon de... Oui, c'est ça. C'est bon de rêver des fois dans la vie, mais d'être aussi lucide. Puis pour pouvoir arriver à faire une différence, mais c'est chacun de notre côté, si on peut amener et se mettre dans l'action, faire des choses pour faire évoluer, pour faire changer les choses, bien tous ensemble, on peut arriver à faire quelque chose de bien pour les victimes de la violence conjugale. Puis on va continuer un peu dans les mythes, dans les idées populaires, puis tout ça. Puis là, on va venir... C'est ma petite section qu'on remet les choses en question. OK? Donc, notre première idée populaire que j'entends souvent, puis qu'on va venir challenger un peu ça, c'est que la victime, elle peut facilement quitter une relation. Cette idée-là, c'est carrément un mythe qui nécessite d'être démystifié. Parce que la pauvre victime, elle vit des obstacles, des gros obstacles qu'elle peut vivre en cours de relation de violence conjugale. Dans le fond, quelques-uns de ces obstacles-là, ce serait la peur, mais vraiment une peur, je dirais pas démesurée, mais une peur extrême. Vraiment une peur très forte. Quelque chose de intense. Va s'en suivre une dépendance émotionnelle. Son conjoint va l'avoir tellement manipulé pour lui dire qu'il est le seul à pouvoir l'aimer comme lui, il l'aime, qu'elle va finir par le croire, puis elle va penser, et je vous le dis, là, elle va réellement penser qu'il n'y a personne d'autre que lui qui peut l'aimer. Il lui a dit. Étant donné l'isolement, étant donné que le conjoint violent met sa victime en isolement, bien, la pauvre victime, elle va se retrouver avec un manque de ressources. Elle ne saura pas par où commencer pour s'en sortir.
il va l'avoir tellement bien isolée qu'elle aura plus accès à ses contacts. Elle aura plus accès à des ressources qu'elle avait déjà avant. Elle va être démunie de tout ça. Il va falloir venir l'aider à en trouver des nouvelles ressources. Parce qu'elle ne pourra probablement même pas les contacter. Parce qu'elle va être suivie, elle va être épiée. C'est vraiment primordial de rester à l'écoute d'une victime. Fait que c'est tout ça mis ensemble, la peur, la dépendance émotionnelle, le manque de ressources, tout ça peut rendre sa sortie de cette relation toxique-là extrêmement difficile. C'est pour ça que je dis souvent que c'est vraiment primordial de comprendre les différents défis que cette victime-là peut vivre au jour le jour pour mieux la soutenir dans sa démarche pour se libérer de cette emprise-là et pour reprendre son pouvoir qu'elle a perdu puis qu'elle a laissé entre les mains de cet agresseur-là. Ça va être important d'être à son écoute. Faut surtout pas oublier, mais vraiment rester à l'affût de ça, que le partenaire y est très violent. Si on prend mon exemple personnel, le père de mon enfant, il m'a laissé sans rien du tout, aucun sou. J'étais rendue très loin, là. J'étais dans une autre province, à 6 heures de route de ma famille en avion. Et c'est très, très long, là. C'est long, c'était loin, là. J'étais rendue dans la dernière province. J'avais plus de... J'avais plus j'avais plus de ressources. J'avais plus mes repères. C'est le mot que je cherchais. Je n'avais plus mes repères. J'étais complètement anéantie. J'étais soumise à lui. En me laissant comme ça, sans le sou, j'avais plus rien. Quand je suis venue pour sortir puis essayer de me rebâtir, j'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent, j'étais vide émotionnellement et je n'avais même plus d'énergie. La seule énergie que je trouvais, c'était celui pour m'occuper de mon bébé. J'étais à terre. Et là, je ne vivais plus. Non, je survivais carrément. Donc, tout ça pour dire que c'est excessivement difficile de s'en sortir. J'ajouterais même que c'en est très terrifiant et ça fait excessivement peur parce que, comme je viens de le dire, on est sans le sou avec un bébé de 4 semaines pour ma part. Sans le sou avec un bébé de 4 semaines. Une chance que j'avais mes parents. Puis une autre chose, pourquoi que c'est difficile pour la victime de sortir de cette relation-là, ça pourrait arriver que le conjoint violent va aller dire qu'il va tuer sa partenaire mettons, si elle le quitte ou pour n'importe quelle autre raison. Mais surtout, si elle le quitte. Tu sais, je prends mon exemple personnel. Il disait pas qu'il était pour me tuer, mais il disait qu'aussitôt que le bébé va être né, je vais le prendre, je vais partir avec, tu ne nous retrouveras plus jamais. Les conjoints violents, il faut que vous sachiez une chose, ils vont venir frapper là où ça fait mal. Il le sait très bien que pour une mère, un enfant, c'est primordial.
Et puis là, il n'accepte pas que sa conjointe soit enceinte, même si l'enfant vient de lui, même s'il est le père. Il va être jaloux de ce petit être qui vient de soudainement arriver et se mettre entre lui et sa partenaire. Et c'est ça qui va être le déclencheur de son extrême violence envers elle et même envers les enfants. Parce qu'il n'accepte pas d'être partagé. Lui, il veut être aimé par elle uniquement. Il veut la posséder. Mais étant donné qu'elle est rendue avec, ils sont rendus deux, il n'accepte juste pas ça. Puis c'est ça qui peut être terrifiant face à un homme violent. Même si c'est son enfant, il peut en être jaloux parce qu'il ne possède plus totalement sa compagne. C'est fou, hein? Mais c'est comme ça que ça arrive. Maintenant, c'est quoi l'impact à long terme sur la santé mentale d'une victime de violence conjugale? Bien, on va avoir, quand on vit un certain nombre de temps, une relation toxique, quand on est pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans avec un conjoint violent, on va développer différents traumatismes que j'appelle. Des traumas qui vont perdurer dans le temps. La violence conjugale va laisser des séquelles sur la victime qui est en train de le vivre. Il est faux de croire que quand que la victime sort de cette relation-là, que pif, paf, pouf, est correcte. Non, elle n'est pas correcte, puis ça se pourrait que même la victime de violence conjugale ait des flashbacks, mais des années et des années plus tard. On appelle ça des séquelles invisibles. La violence verbale et la violence psychologique qui sont rentrées tellement profondément en elle que des fois, ça peut être long avant de les faire évacuer de nous. Et des fois, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, quand on pense que c'est qu'on a réglé, arrive une situation dans notre vie, on rencontre quelqu'un et tout d'un coup, il y a un comportement dans cette personne-là qui vient faire déclencher quelque chose dans notre corps. Ça, c'est une séquelle, un trauma qui a comme ressurgi. Notre corps s'est rappelé, notre corps a une mémoire. Alors, notre corps s'est rappelé de ce qui s'était passé dans cette relation-là toxique qu'on avait eue dans le passé avec cet être pervers et violent-là. C'est fou comment un trauma peut rester longtemps. Les violences, je dis souvent, j'aurais aimé mieux avoir pas une, mais un troisième œil au beurre noir plutôt que de me faire traiter de salope. Pourquoi? Parce que l'œil au beurre noir, la couleur s'estompe, finit par partir. Les paroles restent gravées dans notre mémoire longtemps. J'ai eu des marques sur le corps. J'en ai eu. J'ai eu des marques sur le corps, j'ai eu des bleus, j'ai eu des 2 yeux au beurre noir. Puis à un moment donné, j'ai essayé de porter plainte aux policiers. Puis, dans le fond, quand que j'ai été voir le policier pour porter plainte pour violence conjugale, il me dit, ben t'as pas de marque sur le corps, on peut pas prendre ta plainte.
là, je dis, oui, mais c'est parce que j'ai eu les yeux au beurre noir, mais il m'a traité de tel nom, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Aurait fallu que, et c'est ce que les policiers m'ont dit, les agents de la GRC, en fait, m'ont dit qu'à l'époque, quand que j'avais eu mes 2 yeux au beurre noir, par exemple, j'aurais dû aller voir un médecin et prendre les photos pour une preuve comme quoi que j'avais eu des coups qui provenaient de la violence conjugale. Entre vous puis moi, c'est qui va penser d'aller voir un docteur pour se faire prendre en photo après avoir reçu un coup? Voyons, entre vous puis moi, il n'y a pas grand monde. Là. J'ai même le goût de dire personne. Il n'y a personne qui va... peut-être, mais c'est parce qu'on a tellement peur de se faire... on a peur que le conjoint violent mette ses menaces à exécution. Complètement. Puis, encore une fois, là, entre vous et moi, là, est-ce que vous pensez que j'y ai vraiment pensé d'aller voir le docteur à l'époque? Pas du tout. Vraiment pas. J'avais trouvé ça vraiment plate que le policier me parle de ça parce que, tu sais, on nous dit d'aller porter plainte à la police, que les policiers sont là pour soutenir les victimes. Puis là, se faire dire qu'il aurait fallu que... Tu sais, on ne peut pas faire grand-chose. Tu as eu plus de violence verbale, psychologique, pas trop de physique. Puis étant donné que tu n'as pas vraiment reçu de coups, tu ne peux pas porter plainte parce que là, ce serait ta parole contre la sienne. C'est plate comme ça. C'est une triste réalité que j'ai vécue il y a 15 ans. C'est vraiment plate. Dans le fond, quand je dis que ça a un impact sur la santé mentale, ben c'est ça aussi. C'est décevant de voir que même des autorités policières ne veulent pas prendre notre plainte en considération parce que la violence qu'on reçoit, on ne la voit pas à l'œil nu. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Puis, dans le fond, l'autre chose que j'aimerais venir vous parler aussi, c'est vraiment ça, tu sais, l'importance de venir sensibiliser. L'éducation. J'en parle souvent de ça. Et dans le fond, c'est ça, je suis en train de faire ces podcasts-là sur les 12 jours de sensibilisation contre la violence faite aux femmes. J'ai également fait d'autres podcasts Tout peut changer. Il suffit d'y croire. Des podcasts pour venir dénoncer cette violence-là qu'on peut vivre comme violence conjugale, cette violence faite aux femmes, pour mieux comprendre, pour mieux venir démystifier c'est quoi ça, la violence conjugale au juste. Pour venir peut-être mettre un petit baume à quelque part pour pouvoir penser que peut-être à quelque part, ces enseignements-là que je vous donne, ça va résonner à quelque part. Puis que vous aussi, vous allez avoir le goût éventuellement de venir aider une victime de la violence conjugale. Parce que c'est important de faire ça ensemble pour une société meilleure, pour une société sans violence. Et également, j'aimerais vous mentionner qu'en parlant de sensibilisation, bien c'est ça, je travaille en ce moment sur un planificateur de douceur que j'ai appelé et ça va être dédié aux survivantes de la violence conjugale. C'est une petite primeur que je vous fais aujourd'hui. Dans le fond, ça va être un genre de petit agenda qui va être annuel. Et puis, vous allez pouvoir venir y déposer vos gratitudes, trouver des bons mots à vous dire à chaque jour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se faire du bien?
Puis, c'est ça, tu sais, comme, c'est important de prendre ce temps-là pour nous, dans la journée, pour venir voir comment que ça l'a été. Surtout quand on a été une victime de la violence conjugale, c'est important de prendre ce temps-là pour nous, parce que ce temps-là nous a été littéralement volé. Et puis, je vais aussi mettre sur pied en 2024 des conférences. Dans le fond, j'en avais déjà fait dans le passé. Je suis en train de les retravailler. Je suis en train de les peaufiner pour qu'en 2024, je puisse venir vous présenter ça et pourrez mieux comprendre maintenant c'est quoi vraiment, littéralement, la violence conjugale. Je suis en train de travailler sur des choses vraiment extraordinaires. Ça va être ça va être en 3 volets. Et puis, j'ai très hâte de vous partager ça. J'ai fait ça sur 3 volets parce que je veux vraiment prendre le temps de parler de chacun des sujets, parler de chacune des interventions qu'on peut faire. Et puis, à la fin de chacune de mes conférences, on va avoir un atelier ensemble d'une durée de peut-être 20 minutes, 30 minutes pour venir partager ensemble sur le sujet que je viens d'échanger avec vous tout au long de cette conférence-là. Donc, ça va être pour bien venir assimiler le tout. Alors, aussi, comme je disais, j'avais mes podcasts Tout peut changer que je vous invite d'aller écouter. Et également, une dernière chose, j'ai mon livre que j'ai fait aussi pour sensibiliser les gens à la cause de la violence conjugale. Donc, je vais vous en reparler un petit peu plus à la fin de l'épisode, mais juste pour vous dire, j'ai écrit un livre en 2014, Le combat d'une femme pour sa liberté, puis c'était justement dans le but de sensibiliser et aussi parce que je ne pouvais pas, comme je viens de le mentionner, porter plainte à la police. C'était un peu compliqué, donc c'était ma façon à moi de dénoncer la violence que je venais de recevoir. Donc, c'est ma petite façon à moi de venir sensibiliser les gens à la cause de la violence conjugale. Je vous ai trouvé des chiffres, encore des petites statistiques en lien avec cette violence-là faite aux femmes. Je vous ai encore trouvé des faits, pas des faits, mais des chiffres pour venir consolider un petit peu plus ce phénomène de violence faite aux femmes. Selon l'Office national des Nations unies contre les drogues et le crime, ainsi que l'ONU pour les femmes, on déclare qu'à l'échelle mondiale, environ 81 000 femmes et filles ont été tuées délibérément en 2021. Le nombre total d'homicides de femmes est resté largement inchangé au cours de la dernière décennie. La plupart des meurtres de femmes et de filles sont motivés par le genre. Donc, c'est systémique. En 2021, il y a environ 45 000 femmes et filles dans le monde qui ont été tuées par leur partenaire intime ou d'autres membres de leur famille. Ça signifie qu'en moyenne, plus de 5 femmes ou filles ont été tuées à chaque heure par quelqu'un de leur propre famille. Quand on estime le nombre mondial de meurtres liés au genre de femmes et de filles, c'est difficile, puis il y a des lacunes qui peuvent persister dans leurs données, mais sur les 81 000 homicides de femmes qui ont été estimés en 2021, il y a environ
4 sur 10 qui n'ont aucune information contextuelle qui permette d'identifier puis de tenir en compte comme des meurtres liés au genre, donc au féminicide. Puis les données sur les meurtres liés au genre qui sont commis dans des espaces publics sont plus rares. Puis ça rend plutôt difficile l'élaboration de la politique de prévention pour ce type de meurtre-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les actions qu'on peut poser concrètement pour aider à contrer à cette violence-là, de la violence faite aux femmes? Donc, on pourrait comme partager des connaissances. Vous pourriez partager, par exemple, l'épisode du jour avec vos amis, votre famille, vos collègues. Ça va aider, dans le fond, à sensibiliser encore plus les personnes sur la réalité de la violence qui est faite aux femmes. Parce que ensemble, on peut étendre la portée de cette prise de conscience-là et ensemble, on peut venir changer les choses un jour à la fois et aider une femme à la fois à s'en sortir. Vous pourriez être ce soutien empathique. Quelqu'un qui écoute, mais qui écoute vraiment. Soyez aussi un être compatissant et surtout, ne jugez pas la victime. Donc, si vous voulez partager également votre expérience, si vous avez eu, si on peut appeler ça comme ça, de violence conjugale, j'aimerais ça vous lire dans les commentaires pour pouvoir démontrer qu'on n'est pas seul et qu'on peut se soutenir en tant que survivante de la violence conjugale. Je désire apporter énormément d'empathie et de compréhension. Puis, ce faisant, ça peut être des éléments essentiels dans le processus de rétablissement d'une victime. Si une victime peut venir voir et lire un commentaire que vous avez écrit, ça va peut-être l'aider à se reconnaître et à mieux comprendre ce qui se passe avec elle. Dernière chose, encouragez que votre environnement soit un environnement où que les survivantes se sentent vraiment, mais réellement entendues et soutenues. Je vous demande de rester engagés dans ma cause parce que ensemble, on peut agir à créer un monde où la violence faite aux femmes n'a pas de place. Ensemble, on peut arriver à faire de ce monde un monde sans violence, avec beaucoup d'empathie, et on va venir briser les mythes et on va venir faire un soutien. On va venir faire un soutien moral aux victimes pour qu'elles ne se sentent plus seules, qu'elles ne se sentent plus abandonnées. Sur ces mots, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère avoir éclairé quelques petites pistes, peut-être, aujourd'hui dans mon épisode du jour. N'hésitez surtout pas à aller commenter. Je lis mes commentaires
Également, je vous parlais de mon livre un peu plus tôt, La guerrière, le combat d'une femme pour sa liberté. Vous pouvez vous le procurer via le lien que je vais mettre dans mes notes d'épisode. Et il y a un coût de 17 $. 1 dollar de ces livres-là va aller à l'Ombrelle, un centre pour femmes victimes de violences conjugales. Donc, pour ce faire, c'est important d'aller suivre le lien que je vais vous mettre parce que c'est un lien que vous allez pouvoir vous procurer une copie papier et dédicacée. Donc, si vous commandez en ligne via Amazon ou quoi que ce soit, vous n'aurez pas cette copie papier dédicacée-là que je vais vous envoyer personnellement par la poste. Il sera donc très, très important de me donner vos coordonnées sans erreur pour être certaine de recevoir votre copie dédicacée directement à votre porte. Encore une fois, merci de votre écoute et on se dit à demain. Demain, on va voir l'impact de la violence faite aux femmes sur la communauté. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et on se dit à demain pour un autre jour dans ma sensibilisation contre la violence faite aux femmes.